CRTV News, ici, toute l'info. Et l'histoire continue sur les souvenirs ardents de l'aube de notre démocratie. C'est littéralement une époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Les années de braise, un jeu de mots qui illustre avec style une période trouble de notre histoire. Et c'était en avril 1991 et même des mois avant, des mois plus tôt. Le RDPC voit s'embraser les flammes de la concurrence. Notre pays doit alors s'arrimer au vent de démocratie qui traverse l'Afrique et déracine des régimes. Les premiers partis d'opposition fraîchement nés réclament voix au pouvoir en place et sont déterminés à faire régner la pluralité d'opinions politiques. Et aux grands objectifs, les grands moyens. Les activistes d'alors lancent l'opération Ville morte du littoral au septentrion. Dans cette édition, et l'histoire continue à retrouver, vous le voyez à l'écran, les images et les acteurs de ce jour-là. Vous découvrirez les témoignages de cette brûlante transition démocratique avec nos introduits. J'ai nommé Boamassok, John Fundi, Anissé Kane et Grégoire Owona. 30 ans après, que reste-t-il de cette opposition fougueuse, rêveuse? Aujourd'hui, le jeu politique semble prisonnier de la tribalité avec une opposition qui peine à vendre ses idées. Avis et contre-avis dans l'écho actuel. Et si le pouvoir a plié sans tomber, c'est grâce au génie tactique d'un homme, le chef de l'État, Paul Biya, qui a fait du dialogue sa carte joker en temps de crise. Ville morte pour la démocratie ou ville morte pour marquer un ras-le-bol. La formule du président pour maintenir la cohésion sociale sera décryptée tout à l'heure dans le relais. Et alors qu'Internet est devenu un terrain de pêche et de propagande pour les partis politiques, Screenshot affichera évidemment l'interface des discours utilisés sur fond de haine, des discours politisés qui font fleurir sur Internet. Mais d'abord, insérons le disque ancien de ce jour-là. Le disque ancien de ce jour-là, retenez la date, le 18 avril 1991. Un activiste veut faire sortir les Camerounais. Boamassok ne paye pas de mine quand il lance l'opération Ville morte pour exiger une conférence nationale souveraine. Défi ravivé par ce que l'histoire appelle l'affaire Young Black. Mais l'idée est vite reprise par les jeunes partis d'opposition et séduit même une populace grisée par la saison des libertés individuelles. Les villes mortes paralyseront le littoral, le Grand Ouest et le Septentrion pendant, tenez-vous bien, plus de 7 mois. Ce jour-là, récit de Steve Chiga et Kempe. Aujourd'hui, le ciel s'est redoré au rond-point d'Aïdo. Mais ces ardents nuages de Douala et leur jaune braise rappellent que la ville a souvent eu chaud et connu des surchauffes. Comme il y a 30 ans, avec la fièvre des villes mortes, une vie de paralysie totale que la statue de la Nouvelle Liberté, symbole capital de Douala, n'a jamais connue. Elle n'était pas encore née. Née sur les cendres des années de braise, elle doit la vie aux villes mortes. On est dans un contexte où les Camerounais, les gens de Douala en particulier, veulent souffler. Souffler avec le vent des libertés, souffler après les querelles sociopolitiques et revendications qui ont paralysé Douala. Boamassok, c'est lui qui est le père des villes mortes, c'est lui qui a eu l'idée d'organiser les villes mortes. Boamassok, qui avait fait des petits mots qu'il avait adressés aux entreprises
spécialement dans la ville de Douala, leur disant qu'il faut que la semaine qui suit, que tout soit fermé. Les choses, les maisons, les boutiques, on aurait pu dire ville morte, chacun reste chez soi. De dimanche à minuit à vendredi à minuit, c'était ville morte. Il n'y avait que le samedi et le dimanche où on appelait ça le journée de ravitaillement. Cette histoire de ville morte a commencé à la limite comme un jeu face au refus du gouvernement d'organiser la conférence nationale que réclamaient les partis politiques de l'opposition. Un activiste, Mbouamasok, pour ne pas le nommer, a fait faire des tracts et s'est mis à les distribuer en demandant de fermer boutique à toutes les sociétés. Et je dois dire que cela avait amusé un peu la galerie la veille, l'avant-veille. Toujours est-il dit que la peur a envahi les gens. Les gens de Douala, la tournure des événements, mais Douala dans le tournis, le tournant de la peur. Bafoussam et Garoua sont vite contaminés par la fièvre sociale. La fronde est conduite par de nombreux partis politiques qui réclament la conférence nationale souveraine. Ces trois mots sont portés par le vent des libertés qui souffle en Afrique. Mais le gouvernement oppose d'abord un refus. La grogne monte donc avec ses visages, des acteurs de l'histoire des villes mortes, sur la pellicule d'un film politique que nous voulons dérouler. Petit pas vers le passé. Notre porte d'entrée dans l'histoire, c'est l'association Écran Noir. Son directeur, Bassek Bakobio, écrivain et cinéaste, a archivé des bandes et écrit sur les années de Braise. Ce qui lui inspire, un film pour la mémoire. Il avait filmé la naissance du SDF en mai 1990. Personne ne savait qu'il y aurait les villes mortes. Je vous dis, nous sommes en mai, on ne savait pas que les villes mortes vont commencer l'année suivante et tout, au début de l'année. Et je commence à filmer. Autre rendez-vous avec ses souvenirs, derrière son objectif. En juin 2021, les éditions Terre d'Afrique publient un livre sur Mbouamasok. Mbouamasok, l'acteur principal des villes mortes, voulait donner vie à une idée qui s'est transformée en crise. Au commencement, pourtant, était Frangeux, devenu la coordination. Quand les villes mortes commencent, les Mbouamasok voulaient Douala. Ils ont dit, Douala va s'arrêter pendant 2 jours. Comme son argent vient des impôts du port et tout ce là. L'un des objectifs de cette opération était d'étrangler le pouvoir en obtenant de la part de la population une grève fiscale. Il y avait donc une volonté de mettre non seulement le groupe gouvernant en difficulté, mais de mettre l'ensemble de la structure de l'État en difficulté. Et à l'époque, ça s'appelait Frangeux. Et son projet de Frangeux. Et alors, il m'explique que non. On va à une réunion un jour, et j'ai réussi à convaincre dans les partis dits de l'opposition. C'est après que ça va s'appeler coordination. Hein. Mais bon, c'était une coordination des partis de l'opposition. On va tout arrêter et on propose les dates le 18 et le 19 avril. Et il m'explique pourquoi il prend ces dates en avril. Hein. Il m'explique pourquoi. Parce que l'UPC a été créé le 9 avril 1948. Et bon, le 9 avril, c'est pas possible, c'est assez tôt, donc on dit le 18. Et c'est comme ça que Mbouamasok va commencer à préparer donc des tracts. Au cours de la réunion de trucs, quand Mbouamasok redéveloppe l'idée de Frangeux, il y a quelqu'un dans la salle, et ça c'est Mbouamasok qui m'a dit, qui dit, bon alors, ce que tu nous expliques, c'est simple. Il faut que tout le monde le comprenne. Ça veut dire que le 18 et le 19, il faut qu'il y ait des villes mortes. Rien ne bouge le 17 et le 19, il faut des villes mortes. Et c'est comme ça que le nom ville morte va se reprendre.
crise inspirée par Mbouama Massok, qui a l'UPC d'Omiobé dans l'âme, pionnier des partis politiques au Cameroun. Il y a, avant le temps des tempêtes de 91, une préhistoire. Le président de la République autorise dès 90 la création des partis politiques, notamment avec la session parlementaire de novembre 90, la session des libertés. Il fait un discours à l'Assemblée où il laisse entendre aux gens qu'on peut créer des partis politiques. C'est dans ces sujets entre fait que Foundi dit ok d'accord, on peut créer des partis politiques, j'ai créé un parti politique. La naissance le 26 mai 1990 du Social Democratic Front de Ni John Froundi à Bamenda donne du poids aux revendications des assises d'une conférence nationale. Surtout que des manifestations et confrontations avec la police font des morts. Le SDF est reconnu plus tard, le 1er mars 1991. D'autres partis politiques naissent et donnent de la voix à la contestation permanente. Lorsque les Yondo Black ont des problèmes pour créer les partis, des gens qui avaient aussi besoin de créer les partis, les gens commencent à se réunir à Douala. Maître Yondo Mandengue Black et 8 de ses camarades d'opinion, dont Anissé Ekane et Henri Tekwe, veulent mettre sur pied une coordination nationale pour la démocratie et le multipartisme. Ils sont accusés de subversion et arrêtés à Douala le 19 février 1990. Les revendications pour la démocratie ont commencé avec ce qu'on a appelé l'affaire Yondo Black et autres. Parmi les autres, il y avait des personnalités comme Henriette Ekwe. Henriette Ekwe, par exemple, je savais qu'elle était précédée d'une espèce d'aura, n'est-ce pas, de son passé militant UPC. Henriette Ekwe est journaliste et militante, cofondatrice avec Dieucam Tchameni de Cap Liberté. Le comité pour la libération de Ndjaoué, Dieucam Tchameni et quelques autres activistes, dont Sinjoun Pokam, Anissé Ekane, le transformeront en un mouvement de revendication de liberté démocratique qu'ils vont appeler Comité d'action populaire pour les libertés, Cap Liberté. Cap Liberté va très rapidement mailler les différentes localités du pays. Une plateforme qui a animé les villes mortes. Elle contribue à la création de la coordination des partis d'opposition, rendue publique en novembre 1991. Avec l'affaire Célestin Monga-Puis Ndjaoué, la coordination devient Alliance pour le redressement du Cameroun par la Conférence nationale souveraine. Des partis font bloc, l'UDC d'Adamounda Mjoya, l'UFDC d'Ameni Mbiele, la Conférence libérale de Pierre Flambongayap, le SDF de John Froundi. SDF was the first political party to be formed in 1990, and all other parties that came behind us never did the launching that the SDF did. And when they came out, they saw that the SDF was already getting very strong. They had to say they came up with the idea that the political parties should come together to talk with one voice, which we bought the idea. But what the SDF and those affiliate parties were doing was in good faith in the interest of the country. That was a good avenue for Cameroonians to sit down, discuss, debate, and look for the way forward for the country. Tous les vendredis à 11h, Froundi faisait un point public sur la marche des villes mortes. L'opposition avait un station-chef en Bomassok qui, lui, se prenait aussi, commençait à avoir une espèce de dimension christique. N'est-ce pas? C'est moi le Christ, je vous dis on va là, vous allez là, on va là, on va aller là. Et le gouvernement s'est dit, si on arrête Bomassok, on va arrêter le mouvement. On arrête donc Bomassok. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que le 18, tout est mis en jeu. Des tracts largement diffusés par Mbouama Massok demandent à tous les chefs d'entreprise et établissements scolaires de la capitale économique de fermer. Le mot d'ordre est globalement suivi le 25 avril 1991. La coordination de l'opposition le reprend à son compte. Très vite, Douala s'enlise. Sa crise en fièvre bientôt Bafoussam et l'Ouest, mais aussi Garoua, fief de l'UNDP, avec un Issa Chirouma dans ses rangs. L'opposition veut s'inviter à Yaoundé, mais
échec. Mais vous vous rendez compte qu'ils ont été d'une naïveté incroyable. Ils se réunissent tous dans une même maison pour faire la réunion. Et là, nous, on est en train de les filmer. Ils se sont réunis chez Damzoué à Essos, n'est-ce pas, vers le plateau, pour faire la réunion de la marche. Qu'est-ce que vous voulez que la police fasse? La police a bouclé, c'était tout. À Douala, fief de l'opposition, le parti au pouvoir doit faire de l'adversité un allié, sans trembler devant cette opposition en rang serré. Trembler, je dirais non. Mais les villes mortes ont montré quand même les faiblesses du RDPC et les villes mortes ont permis au RDPC de se mobiliser davantage. Grégoire Owona, à l'époque, est député RDPC Vouri. Il a vécu les menaçants jours et nuits des villes mortes. Triste. L'image la plus triste encore, c'est quelques jours après où je me retrouve en train de négocier avec des jeunes. Une balle avait abattu un de leurs camarades et qui promenait à travers la ville leurs camarades sur un pouce-pouce. Et pendant qu'au rond-point de Daïdo, nous sommes en train de négocier, je suis en train de les convaincre qu'on ne peut pas promener encore comme ça. Et au moment où ils acceptent de nous confier le corps pour aller le garder à la morgue, nous sommes tous pulvérisés par des bombes lacrymogènes qui nous tombent des hélicoptères qui voulaient disperser la foule. Je me suis toujours demandé comment j'ai fait pour sortir de cet endroit, mais j'en suis bien sorti. Mais toujours est-il dit que les jeunes sont allés quelques instants après brûler le commissariat d'où ils étaient partis, je crois, au 9e arrondissement. Les flammes vives et les coups des villes mortes ont laissé des souvenirs dans la mémoire de Basek Bakobio. Et surtout, le nom d'un enfant, Eric Takou. Le seul mort emblématique que nous on a filmé, c'était le jeune Eric Takou. Particulier parce qu'il était un tout petit enfant, il était un très jeune. Et quand il s'est retrouvé là un peu par hasard, c'est-à-dire que quand il y a une marche, vous voyez Douala, les boulevards, les gens marchent, un enfant qui passe, qui veut traverser, et en plus, on prend donc son corps et on en fait une espèce de drapeau. Sombre tableau des dégâts. Douala est asphyxié. Un nouveau gouverneur est nommé, Ferdinand Koungouédima. La rigueur fait homme. Monsieur Koungouédima Ferdinand, c'était vraiment l'administrateur colon. L'ordre, l'ordre et l'ordre. Et on lui traite d'avoir éteint les villes mortes. Ben oui, parce que c'est lui qui a remplacé Ekonona, qui négociait, qui parlementait à chaque fois, alors que la ville brûlait. Parce qu'il ne voulait pas de la violence, il ne voulait pas qu'il y ait des dérapages. Mais donc Koungouédima est venu, il a dit la récréation est terminée. Je suis sûr qu'il aurait pu utiliser une phrase qui avait été utilisée à une certaine époque par un certain Menyememve qui était préfet d'une Fungi et qui avait dit les forces du désordre rencontreront les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre infligeront des sanctions aux premiers punis. Des leaders de l'opposition connaîtront l'inoubliable fessée nationale souveraine reçue les 23 et 24 septembre 1991 à Douala. En premier, Jean-Jacques Ekindi, le chasseur de lions. Coup de fouet politique que George Dixon, le chanteur, a mis en musique. Les chanteurs ont donné de la voix à l'histoire des villes mortes. Les écrivains aussi. Basek Bakobio est l'auteur d'un ouvrage, Cameroun, la fin du maquis, l'influence des livres et de la presse sur l'ouverture démocratique. Les villes mortes ont rendu célèbres 3 journaux, Challenge Hebdo, La Nouvelle Expression et Le Messager, réunis sous un nom, la Sainte Trinité. Quand vous lisez, quand le Ndjago démarre, n'est-ce pas, avec le Messager, c'était quelque chose. C'était la révolution totale. Ça n'a pas été que les journaux, même les livres. Je revoyais encore mes éditoriaux du Républicain. Jamais on m'a censuré. Les querelles de la crise sociopolitique divisent la presse. Albert Mbida, à l'époque, est journaliste. On m'avait surnommé Timor, parce que je faisais des papiers violents
contre l'opposition, certains partis d'opposition de l'époque. Parce qu'il faut également le dire, la rédaction était divisée. La rédaction était divisée. Il y avait ceux qui étaient favorables à l'opposition et aux thèses de l'opposition, et il y avait ceux qui étaient favorables aux partis au pouvoir, aux thèses du pouvoir. Le journalisme du carton rouge, titre d'un livre d'Edmond Kamgia, a nourri des lignes de réflexion des années orageuses, une époque où Albert Mbida anime Antenne Libre, émission de libre débat créée par Gervais Mendoza, directeur général de la CRTV. Antenne Libre a, à mon avis, joué un certain rôle. Il y avait la tension et il fallait donc donner un espace pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. Et je crois que Antenne Libre a joué ce rôle d'apaisement. D'autant plus qu'on recevait tout le monde. Opposition, parti au pouvoir, l'expression était libre. On a laissé les gens s'exprimer. Je crois que ça a fait baisser la tension. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Nous passerons. Le Cameroun restera. Le pays suivra ce discours à la télé et quelques semaines plus tard, le 11 octobre 1991, Paul Biya convoque la rencontre de la solution, la tripartite, conférence entre gouvernement, partis d'opposition et société civile en vue de discuter de la loi électorale et des conditions d'accès des partis politiques aux médias publics. Le chef de l'État confie la conduite des travaux à son Premier ministre, Sadou Ayatou. Du 30 octobre 1991 au 15 novembre, 300 représentants des parties prenantes engagent des échanges au Palais des Congrès de Yaoundé. Des 21 partis qui composent la coordination au départ, 14 seulement signeront les accords de la tripartite le 13 novembre 1991. Ni John Froundi, Ameni Mbiele, Jean-Jacques Ekindi, Yondo Black et Feu Gustave Essaka refusent de signer la déclaration finale. Le mot d'ordre de l'opération Ville Morte est levé et les personnes arrêtées sont libérées. Le temps des tempêtes est passé. 5 ans plus tard, en 1996, un artiste transformera l'image du désordre des villes mortes en ordre artistique. Joseph Francis Soumigné est l'auteur du plus emblématique monument de Douala. Ce peintre et sculpteur s'est inspiré en 1996 des cendres des années de braise. Pourquoi on fait la nouvelle liberté? Il était question de ville morte, de démocratie, de conférence nationale. Et vous voyez, ça ne peut pas manquer d'inspirer un artiste. Je me suis dit, ben tiens, s'il y a une question qui est encore liée à la liberté, ça veut dire que l'ancienne liberté n'a pas aidé l'homme. L'esprit fondant déjà parti. Cet esprit est né au moment des indépendances. Cet esprit a disparu, soit idiot parce qu'il y a eu une répression sévère. Cet esprit est revenu pendant les villes mortes. Il faut donc proposer une nouvelle vision de la liberté. J'ai parlé donc de la nouvelle liberté, qui en soi est une liberté de mérite. Il faut proposer une liberté de mérite à la société humaine, parce que l'ancienne liberté est une liberté de conquête. Les villes mortes ont donné vie à la vedette du rond-point capital de Douala. Ce n'est pas le Njunju de Daido, mais la statue de la nouvelle liberté. Cette année 1991 a été riche de phrases épiques et de sorties épiques du président de la République. C'est de là que naît le fameux « Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit ». Et c'est également l'année de gloire du Power to the People d'un SDF qui finira déçu de l'issue de la rencontre tripartite. La tripartite, notre mot vedette de cette année-là, tout comme l'iconique « Me voici donc à Douala » de Paul Biya dans le sillage des villes mortes. Plus que des mots, c'était des jets de haute stratégie politique, alors que le pays brûle de toutes parts et que la parole se libère dans la rue comme sur les antennes des médias. Nos introduits s'en souviennent avec frénésie.
Regardez et surtout, écoutez. On ne prend pas un pays par la périphérie, on le prend par le centre. Et il avait raison. Il voulait leur dire que vous pouvez faire tout ce que vous faites là-bas, tant que la capitale est sécurisée, il n'y a pas de problème. Je me souviens, des gens avaient dit qu'ils voulaient marcher sur Etoudi. Ils sont venus, ils sont partis de Douala, de Bafoussa. Il n'y a pas eu d'empêchement. On leur a dit, allez-y, on va vous montrer les entrées d'Etoudi et vous-même, vous verrez les gens que vous allez rencontrer là-bas, s'ils vont vous laisser passer. Eux-mêmes, ils ont laissé tomber la manifestation. Oui, c'est une formulation célèbre du président Paul Biya. Douala chauffé. C'est-à-dire c'était pratiquement le fief de l'opposition. Avant qu'il arrive à Douala, ses détracteurs, ses contradicteurs, toutes les forces qui lui étaient hostiles, lui avaient promis l'enfer à Douala. Parce qu'il y avait eu la fessée nationale qui avait été donnée aux leaders des partis de l'opposition, la fameuse fessée nationale, dont les gens lui avaient dit, bon, quand tu viendras à Douala, tu auras aussi ta fessée nationale, n'est-ce pas? Et il arrive à Douala, on sent que la ville, bon, elle bouillonne. Et quand le président arrive à Douala avec son sens de l'ironie politique, il dit « Me voici à Douala », c'est ce qui est écrit dans le discours formel. Et d'un point de vue oral, il reprend donc un peu ironique et moqueur « Me voici donc à Douala ». Me voici donc à Douala. C'est-à-dire, vous qui avez dit que je ne pourrais pas venir, me voici donc à Douala, venez alors. Non, ça refroidit l'opposition quelque part, ça refroidit l'opposition quelque part. Et je vous montre donc que je contrôle encore les commandes de l'État du Cameroun. C'était en fait le sens de « me voici donc à Douala ». J'ai regretté de ne pas toujours savoir à chaque moment qui propose au président de la République ce discours. Mais il y a des moments où il s'est lâché. Et là, par exemple, le discours national. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Là aussi, c'était pour désarmer les adversaires. Et au moment où il a dit que la conférence nationale est sans objet, parce qu'on disait que oui, il va aller à l'Assemblée, il va aller annoncer qu'il y a conférence nationale. Et là aussi, il faut dire qu'il y avait deux camps. Il y a un camp qui avait dit que si jamais, je m'excuse monsieur le président, si jamais il annonçait qu'il y avait conférence nationale, au sortir du palais de Goïtélé, il ne va plus repartir et étudier. Les gens vont plutôt l'accompagner en Vomaca. Vous voyez l'état d'esprit qui régnait à l'époque. Et je crois qu'il ne s'amusait pas. Hein. Il ne s'amusait pas. Il y avait ceux qui étaient contre la conférence nationale. Et il y avait ceux qui réclamaient toujours la conférence nationale souveraine. Et dès qu'il a dit que je vous ai déjà dit que c'est sans objet, voilà encore plus feu. Le pouvoir venait des quatre fers, ne voulait céder à aucune revendication. Donc cette idée de Mouamassok était donc de forcer par la maîtrise des activités économiques ou le blocage de certaines activités économiques pour pouvoir accéder à nos revendications. Nous étions en première ligne, nous essayons de canaliser cet élan populaire, qu'il n'y ait pas trop de débordements. Mais vous savez, en ce genre de situation, on ne peut pas tout contrôler. Il faut balayer d'un revers de la main les accusations de certains qui disent que les villes mortes ont posé des problèmes à l'économie camerounaise. Peut-être. Au début des années 90, le bâtonnier Yondo Black avait réuni dans son cabinet un ensemble de citoyens, parmi lesquels de jeunes cadres du Manidem. Parmi ces personnes-là, il y a Anissé Kané, il y a Henri Dekwe, ma soeur et consoeur aînée, il y a Vincent Feko qui est un anglophone, mais l'un des penseurs du SDF, mais il est basé à Douala. Il y a Feu Albert Moukon, qui est un activiste historique. Ils sont je crois, 8 ou 9. Et ils vont être traduits devant la justice militaire
qui va les condamner à des peines de prison, je fais une jonction entre l'interpellation de Feu-Pius Ndiawe et Célestin Monga pour la tribune publiée et celle du bâtonnier Yondo Black. Yondo Black, à l'époque, est bâtonnier de l'ordre des avocats au Cameroun. Nul n'est au-dessus des lois, même quand on est magistrat ou avocat. Donc, on reprochait des choses à Maître Yondo qui devait se régler en justice. Et je pense qu'il fallait que la justice fasse son travail et c'est ce qui a été fait. L'arrestation du bâtonnier Yondo Black et de ses compères, ou de ceux avec qui il s'était réuni, a suscité une mobilisation importante au niveau de l'opinion, au niveau de l'élite. Les avocats forment un corps qui est à travers le monde, qui est assez important. Et Maître Yondo avait réussi à regrouper quand même autour de lui tous les avocats. Il y avait lieu quand même, sans trembler, mais de s'en inquiéter et d'y faire attention. Maître Yondo Black avait perdu la lutte bien avant. Bon, c'est vrai que les mobilisations qui ont lancé en fait les revendications pour la démocratie ont commencé avec ce qu'on a appelé l'affaire Yondo Black et autres. Parmi les autres, il y avait des personnalités comme Henriette Ekoué, il y avait d'autres personnalités comme Siga Sanga, qui était d'ailleurs avec Frundi par la suite dans le Social Democratic Front. Il y avait Abel Moukong aussi, qui a été associé au SDF, Vincent Feko et d'autres personnalités qui ont été arrêtées à cette occasion. Malheureusement, Maître Yondo Black n'a manifestement pas eu le charisme nécessaire pour se positionner en leader à partir de ces événements-là. Et même quand on entre dans la dynamique de mobilisation heurtée de 1991 avec les villes mortes, le Cameroun mort et puis le dispositif officiel de riposte avec les commandements opérationnels, Maître Yondo Black est déjà complètement anonyme. Il n'a aucun positionnement dans les réseaux d'opposition de l'époque. L'opposition a perdu un homme politique avec Yondo Black qui n'a pas su capitaliser la sympathie qu'il avait pu attirer au moment où il avait été condamné. Je ne sais pas, je crois qu'il n'était pas fait pour la politique. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a perdu une occasion. Yondo Black vraiment aurait pu capitaliser, il aurait pu être le Frundi de l'époque. Any town in Cameroon, they must tell you power to the people. A town that does not speak English at all, they don't understand a single word of English, they at least understand power to the people. C'est un slogan très fort du SDF, un slogan de Frundi. C'était une très belle image qui rejoignait l'image démocratique que notre camp voulait aussi. En fait, c'est le peuple qui donne le pouvoir. By power to the people, you know, before the SDF came in, let's say members of parliament were just handpicked. The government was able to pick people to do certain things. So we said, no, you can come to my own area to pick a person who is not very popular with the people, who does not know who the people are. Give the people the opportunity to give you their representative in parliament, in senate, in council. Dit comme il l'avait dit, avec l'imagerie qui accompagnait son point levé, c'était bien. Moi, je trouvais que c'était bien, mais la méthode. Écoutez, la méthode, il fallait exclure la violence qui accompagnait tout cela, tout simplement. C'était une très belle communication de notre adversaire, mais nous avions un meilleur discours. Some SDF supporters used to translate SDF by so far done finish. Well, people could interpret it and translate it in their own different ways. But we believe that if we give the power back to the people for them to vote the leadership they wanted in the different structures of society,
And those people voted, worked in the interest of the people by translating what the people wanted. And if that was done, and the people were happy, it means that SOFA is finished. Il y avait des gens, stratégiques comme Joe Kamchameni, qui étaient là, mais ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient des jeunes de Douala qui étaient avec eux, mais ils n'avaient pas sur le territoire des foules. Parce que pendant tout ce temps, celui qui a engrangé et qui avait des foules, c'était le SDF. C'était le SDF. Or, le problème, c'est que le SDF, ça se résumait à quoi? Ça se résumait à le bras levé, ça se résumait à Power to the People, et ça se résumait à SOFA don't finish. On ne fait pas une théorie politique avec cela. L'organisation y avait. La théorie politique, l'idéologie, c'est ça qui a marqué, n'est-ce pas, au parti de l'opposition. Mais j'ai filmé toute la tripartite. Ça, les régions, par exemple, les régions d'aujourd'hui, ça vient de la tripartite, n'est-ce pas? La déclaration des biens, ça vient de la tripartite. When the government called for the tripartite, we gave a list of 7 things. Before we sit in this tripartite to talk, release all the people that were arrested. Yes. Give the tax moratorium we wanted for the people. We gave so many things that were happening then. But the government said, okay, come, let's talk, we'll talk it in there, let's talk. And after? And after that, they called people to sign, which I refused signing. Mais on ne peut pas dire que l'opposition n'ait pas gagné un certain nombre de choses dans ces négociations. Pourquoi ces négociations se sont faites à l'avantage du pouvoir? Parce qu'elles ont pu permettre de ramener la paix. Vous savez que, évidemment, la paix est le premier atout. Des figures comme fait le docteur Adamou Damdioya, le ministre Adamou Damdioya, se sont beaucoup impliqués pour que la tripartite accepte précisément que soit mis en place un comité qui puisse conduire à des révisions constitutionnelles. Et ça a permis d'incorporer plus tard certaines des réformes qui modèlent encore le régime politique camerounais du point de vue politico-constitutionnel. Le respect vis-à-vis des leaders politiques de cette époque-là est sans limite. Je les respecte d'autant plus que je me demande comment eux ils faisaient. Ils ont réussi à faire des choses d'ailleurs que nous n'arrivons toujours pas à faire. À cela, il faut quand même ajouter que si ça s'est bien terminé pour le pouvoir, on le doit bien sûr à 2 personnes. Il y a d'abord le président de la République qui avait accepté d'organiser la tripartite, mais on le doit également à la dextérité d'un monsieur Sadou Ayatou, qui a su mener la conférence de la tripartite. Un grand stratège et qui était aidé à l'époque par des gens qui avaient également le sens de la stratégie. Et l'un d'eux, c'est le professeur Pierre Moukoko Mbonjo, qui était au cabinet du ministère, un fin négociateur. Je crois que si les villes mortes ont pu s'arrêter, on doit beaucoup à ce Sadou Ayatou, on le doit beaucoup au cardinal Toumi, un certain nombre de leaders politiques tels que Béro Bouba Maïgari, tels que Célestin Bédigui, qui ont travaillé les autres camarades pour dire arrêtons cette affaire, il ne faut pas qu'on continue les casses. Mais la tripartite avait des mesures quelque part révolutionnaires, mais simplement tout le monde était d'accord que bon, abandonnons la bagarre contre le président de la République, laissons-le là, mais qu'il applique ce qu'on va faire. Le Cameroun aurait pu basculer dans la guerre civile. Ça a permis de détendre les esprits. Si le Cameroun a évité une entrée en guerre, un embrasement général, c'est parce qu'on a pu obtenir des forces politiques en présence, l'acceptation de la conférence tripartite comme un espace de dialogue et de négociation.
Les yeux dans les yeux, dialogue franc. Ces paroles, entre guillemets, sont tirées du livre « L'opposition au Cameroun, les années de Braise », paru en 2000 de Pierre Flambon-Gayap. Aujourd'hui, ce dernier est sénateur et secrétaire général de l'UNDP, un parti de l'opposition. Ah, l'opposition, justement, vous le dites, Régine Gladys, que devient-elle après 30 ans de multipartisme? Nous vous livrerons la réponse tout à l'heure dans Écho Actuel, à suivre aussi dans notre relais, le dialogue, cet extincteur de crise au Cameroun, avant de retrouver Laurence Okalia et ses screenshots, des captures d'écrans et clics sur le discours de la haine en ligne. A tout de suite. Les années de Braise, période charnière de notre histoire politique, font le cœur de « Et l'histoire continue ». Un mot rapide, Steve, sur les acteurs de la société civile et de l'opposition qui ont marqué la tripartite. En tête de liste, le volte-face surprenant de John Frondi, chairman du SDF, qui refuse de signer la déclaration finale, et le cardinal Christian Toumi qui lancera l'appel conjoint du 13 novembre 1991 à Yaoundé. Et il y a entre autres Augustin Frédéric Odok, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, dirigé par Dika Akwa à l'époque, et Michel Do, leader de la deuxième faction de l'UPC, qui restent divisés sur la question. Ce dernier avait boudé la tripartite et aurait préféré qu'ils se consacrent tous à la préparation du congrès de Bafoussam, convoqué en décembre 1991 pour unifier l'UPC. C'est bien là un autre point de départ de fissure de l'UPC. Il y a des noms. Il y a le regretté Adamou Ndamjoya de l'UDC, le négociateur en chef de l'opposition, en bonne place à l'époque pour être son leader, comme le dit dans son livre Pierre Flambon-Gayap. Ce dernier, justement, était le pivot stratège de la coordination de l'opposition. Gayap est aujourd'hui le secrétaire général de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Un éditeur prolifique, Pierre Gayap, moins intransigeant que Victorien Amené Bielleux, exemple, rapporteur pendant la tripartite, opposant de base, farouche leader de l'Union des forces démocratiques du Cameroun, UFDC, qui s'était retiré, vous vous en souvenez, de la coordination de l'opposition. Image donc au finish d'une opposition qui sort de la tripartite en queue de poisson. La rencontre de 2 semaines débouche sur les premières élections multipartistes au Cameroun, puisque les tout premiers députés de l'opposition fouleront l'hémicycle en novembre 1992. Et l'un d'eux s'appelle John Frondi, un homme qui a fait frémir le palais des Tutsis. John Frondi et son soft power to the people qui ont 31 ans avec l'âge d'or de l'opposition camerounaise. Comment se présente la carte politique aujourd'hui? Quels sont les ténors? Qui sont les ténors de l'opposition et quelles sont leurs méthodes de conquête du pouvoir? Écho actuel avec vous, Régine Gladys. La razzia est sans pitié en décembre 2020. Sans surprise, le RDPC, flamboyant comme jamais, triomphe aux premières élections régionales du Cameroun. 540 conseillers régionaux. En clair, le parti du flambeau va tenir presque toutes les régions du Cameroun pour les 5 prochaines années. Écrasante victoire qui consacre la suprématie du parti dans toutes les strates du pouvoir. Le pouvoir est fort parce que le RDPC est fort avec ses alliés et parce que l'opposition est faible, inexistante. Comme dirait quelqu'un, le RDPC offre des perspectives et l'opposition, par contre, n'a pas d'alternative. Où est cette opposition? Question à choix multiples.
La jeune opposition qui filait quelques frissons à l'ancien parti unique en 91 a tristement vieilli. C'est injuste de dire qu'il n'y ait pas d'opposition. Ce qu'il faut dire, c'est que l'opposition fait face à une forte présence du parti au pouvoir qui a pu dominer les secousses de la période initiale de la démocratisation. Et le parti au pouvoir bénéficie d'une rente. La rente, c'est quoi? C'est que c'est un ancien parti unique et c'est un parti unique qui n'a jamais perdu les contrôles de l'État. Tout est parti de l'après 1992. Le RDPC multiplie les stratégies pour amadouer une opposition qui l'a privé de sa majorité. Au fil des ans, la plupart des pourfendeurs d'antan rentrent dans les rangs. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Tout politicien qui, à un moment donné de son existence, n'a pas eu à vérifier, à reconsidérer ce politicien et toute autre personne, même si c'est votre cas, Alain Bélibi, et vous vous retrouvez pris dans une camisole de force qu'on dira, qu'en dira-t-on? Et quand il n'y a plus de projet, il n'y a plus de débat. Et quand il n'y a plus de débat, les décisions se prennent exclusivement au sein du RDPC. Et cela n'est pas bon. Il faut, dans ce cas-là, qu'il y ait des débats au sein du RDPC. Malheureusement, le mode de fonctionnement ne s'y prête pas. J'ai donc estimé que, modestement, je vais entrer au RDPC et je vais essayer de faire entendre ma voix. L'UNDP a abandonné ses rêves de palais et appelle volontiers ses militants à voter RDPC. Le parti était 3e à la présidentielle de 92 avec 19% des voix. Lui, qui avait même raflé 68 sièges à l'époque, a vu ses bastions se réduire qu'en peau de chagrin. Majorité, oui, mais majorité n'a jamais signifié renoncement aux objectifs politiques qu'un parti membre d'une alliance ou d'une majorité poursuit. N'a jamais signifié renoncer à ce qui fait la personnalité de chaque formation politique. En 2021, il affiche 141 conseillers régionaux, 7 députés et 16 maires élus. Ce 10 avril 2021, c'est l'anniversaire d'un patriarche. L'UPC fête sa 73e bougie dans un climat interne délétère. On fera un congrès où on veut la participation de tous les partis d'obédience UPCistes qui veulent que notre nation progresse dans un esprit nationaliste. Le parti des héros nationaux s'est émietté dans les dissensions et jeux d'intérêt. Aujourd'hui, il a littéralement disparu de la carte politique. Seul résistant plus ou moins intact de l'époque des années de braise, l'UDC et les SDF. Les larmes de l'adieu à un dur à cuire. Adamunda Mjoya, le fondateur de l'UDC, s'éteint dans la discrétion en mars 2020. Son parti aura tenu bon durant les 30 dernières années. L'UDC tient fermement le Noun et a rarement quitté le trio de tête au présidentiel. Mais à peine 6 mois après le décès du fondateur, claquement de porte, 2 des 3 vice-présidents du parti démissionnent sur fond de guerre de leadership. La veuve Tomainonda Mjoya, devenue présidente nationale, remobilise les troupes pour glaner quelques sièges au régional. L'UDC aujourd'hui, c'est 17 conseillers régionaux, 6 maires élus, 4 députés. John Fundi a l'air grave sous son front ridé. Le chairman doit gérer quelques remous au sein du SDF ce 8 mai 2021 lors du National Executive Committee. 30 ans après, ni John Fundi est solide sur sa chaise malgré une série de cuisantes défaites. Le parti est debout, mais très affaibli par des scores médiocres aux dernières élections. En 2018, il a misé sur Joshua aussi
Mais cette fois, le point levé n'a pas porté bien haut. Le SDF se contentera de la 4e place, détrôné par des partis débutants. Depuis 1992 pourtant, après Biya, c'était Frondi, dans l'alphabet politique. Mais une série de désertions a ramolli le roc de l'opposition. Surtout, le SDF paye cher la crise sociopolitique dans ses bastions du nord-ouest et du sud-ouest. En clair, l'affaiblissement du SDF en termes représentatifs est largement lié à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et à ses connotations identitaires extrêmes. Le SDF, ne sachant pas véritablement comment se positionner, en fait perdu de tous les côtés. Du côté des extrémistes identitaires, il est apparu comme une formation traîtresse qui ne veut pas suivre ce qu'ils appellent la cause anglophone. De l'autre côté, même en ayant un positionnement fédéraliste, ils apparaissent comme les complices de ceux qui ont l'orientation radicale et finalement ils ont perdu une grande partie de leur soutien. Le parti, autrefois frontal, voire brutal, se fait désormais plus consensuel, ce qui lui vaut depuis quelques mois le courroux des frondeurs de son aile radicale. Il décrochera seulement 5 sièges à l'Assemblée en 2020 et choisit de bouder les régionales. Si le SDF n'a plus vraiment la côte, c'est aussi parce qu'un nouveau parti a chassé sur ses terres. Dans cette logique-là, une formation politique s'est positionnée, mais n'a pas utilisé ce positionnement-là pour obtenir des mandats. C'est le MRC qui a quasiment déraciné une bonne partie de l'implantation du SDF, notamment dans la région de l'Ouest. Dès sa création en 2013, le parti de Maurice Kamto importe plusieurs adhérents du SDF et surfe même sur les stratégies Frondi d'autrefois. Grande gueule, adepte des attaques frontales. Il réussit à se hisser 2e à la présidentielle de 2018. Un tour de force que le MRC choisit de ne pas capitaliser en boycottant le rendez-vous de 2020. « 2018 promettait pourtant de rebattre les cartes politiques au Cameroun. Si le RDPC, roi du jeu, détient tous les jokers, le MRC apparaît alors comme l'as de pique et le petit pousset Cabral Libi a compilé assez de trèfles pour tenter sa chance. Il y a de nouveaux acteurs qui émergent. Certains occupent des positions de représentation, aussi bien à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les conseils municipaux et les conseils régionaux. Ce n'est pas nécessairement un signe de grande vigueur, mais c'est quand même un signe de vigueur minimale. Moi, je vois aujourd'hui les gens me reprocher d'être à l'Assemblée. Ils oublient que tous avaient dit que je n'aurais pas déjà à la présidentielle à l'époque 1%. Vous vous rappelez qu'il y a un ministre dans ce pays qui avait dit que si je dépasse 1%, il va me donner 1 million. Il vous l'a donné? Mais non. Le peuple, lui, a soif de débat et ça tombe bien. Les candidats semblent avoir l'étoffe du combat. C'est le retour des foules dans les meetings, du jamais vu depuis 1992. Des marées humaines mues par la curiosité et émues d'une opposition qui semble de qualité, mais qui peine une fois de plus à coaliser. L'opposition a également un défaut, c'est chacun qui veut aller à étudier. Et tant que tous auront en idée que le but de leur action, c'est d'être à étudier, l'opposition ne gagnera jamais. Parce que chacun va jouer avec ses faiblesses et avec ses petites forces. On ne peut pas faire le reproche à l'opposition de n'avoir pas coalisé. Je ne prends pas mon cas. Je prends le cas du professeur Kamto. Il y a encore 3 ou 4 personnes qui l'ont rejoint. Que ce soit de la société civile, d'ailleurs, que ce soit de l'opposition. Oui, mais parce qu'on n'avait pas de convergence. La coalition ne peut pas être une camisole de force. C'est pour ça que je dis non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un parti au pouvoir et que nous sommes de l'opposition, donc nous tous de l'opposition, nous devons nous fondre dans un parti politique pour lutter contre le pouvoir. Ça s'est d'ailleurs déjà vu où? Ça n'existe pas. L'opposition n'est pas un parti politique. En politique, il faut pouvoir intégrer le rapport de force. Le rapport de force ayant montré
sur plusieurs élections, que le RDPC, dans toutes les élections, a une majorité confortable, pour pouvoir éventuellement faire face, peut-être que les forces d'opposition doivent se reconfigurer, mais c'est ce qu'elles n'ont pas réussi à faire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Etoudi reste hors de portée, car il en faut plus, beaucoup plus, pour déraciner un RDPC fort de son expérience et surtout de son omniprésence. 152 sièges à l'Assemblée nationale, 316 maires élus et surtout un président de la République si adulé qu'il est réélu à 71%. Les uns et les autres se plaisent toujours à dire que oui, le RDPC a une majorité obèse. Bon, toutes les obésités ne sont pas des maladies, c'est peut-être aussi parce qu'on vit bien. Hein? Alors, où est l'opposition? Comment voulez-vous que vous êtes 205 ou 207, je ne sais pas combien de partis politiques actuellement, chacun a sa petite campagne et veut donc affronter un seul mastodonte comme le RDPC. Et ces partis d'opposition vont présenter des candidats là où il y a les RDPC et des candidats là où il y a les autres partis d'opposition. Résultat, les voix s'effritent pour l'opposition et le RDPC bloque ses voix. C'est normal. Le fait qu'un parti gagne tout le temps, ça finit par construire l'idée que ce parti est hyper puissant ou imbattable. Si le RDPC gagne, c'est que jusqu'ici le RDPC est fort. Il faut donc qu'il y ait d'autres formations politiques aussi fortes ou plus fortes que le RDPC pour battre le RDPC. Souvenons-nous quand même qu'en 1992, tous les partis d'opposition réunis avaient battu le RDPC. Ce sont ces mêmes partis politiques qui sont encore allés coaliser avec ce RDPC pour lui donner la majorité que le RDPC n'a plus jamais perdue. Dites-moi donc où est la magie là-dedans? Non, madame, moi je battrai le RDPC. Je finirai par les battre. Et j'espère que cette partie-là, vous n'allez pas la couper. Mais non, Cabral, vous voyez, on n'a rien coupé. Car l'autre acquis du pluralisme, c'est cette liberté de débat dans les médias, y compris publics. Pour atteindre le palais, certains partis ont tenté d'agir hors des urnes. Entre 2018 et 2020, le MRC par exemple joue la fibre de l'agitation déguisée en révolution. Dans les faits, autoproclamation, manifestation, provocation, mise en scène de l'oppression et boycott des élections ont un air de déjà vécu. En fait, ce ne sont pas des nouvelles façons. En réalité, c'est plutôt la volonté de revenir à ces années de Brest. Et cela peut se comprendre parce que certains des acteurs qui sont au cœur de cette nouvelle configuration du jeu pluraliste et démocratique au Cameroun étaient déjà présents, même avec des statuts, disons, moins importants dans le jeu politique de l'époque. Le leader actuel du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été l'une des figures qui soutenait la candidature du Tchèmani John Frundi à l'occasion de l'élection présidentielle de 1992. Donc, certains ont pensé que pour essayer d'obtenir l'alternance, peut-être fallait-il revenir à ces modes de mobilisation. Sauf qu'entre-temps, le pays a changé. Mais les vieilles recettes ne trouvent plus d'adeptes. Il y a 30 ans, le peuple était bouillant et enthousiasmé par la nouveauté. Aujourd'hui, il semble plus éveillé et surtout très blasé par un jeu électoral verrouillé entre ventre creux et ventre doré. On ne peut pas comprendre qu'il y ait une opposition et qu'à toutes les instances de la présidence jusqu'aux mairies, jusqu'aux communes d'arrondissement, qu'il n'y ait qu'un seul parti, on a l'impression que l'opposition n'existe pas. C'est d'abord, chacun se cherche, comme on dit dans notre jargon ici, là. Il faut d'abord arriver. Parce qu'on se rend compte que la mastodonte qu'est le RDPC, on ne peut pas facilement renverser les différents leaders parce qu'ils sont bien assis. On a l'opposition, plus de 300 partis politiques, et ce qui fait que ça fait que diviser les Camerounais. Quand les citoyens camerounais seront assez
formés, éduqués en politique, je crois qu'on pourra parler d'une opposition. Le point de l'opposition, c'est qu'ils ont faim. Ils n'ont pas d'argent. Et quand tu n'as pas l'argent, si on te propose de l'argent, tu vas courir vers où il y a de l'argent. Il n'y a pas une vraie opposition au Cameroun parce qu'on ne peut pas d'abord faire la politique sans argent. L'argument des poches vides est une fuite en avant pour les ténors de 91, eux qui avaient brassé des masses par la seule puissance de leur vision. I came into politics almost barehanded, though I was a successful businessman. And my money, the monies I had then went into sponsoring my trips to tour the country. There's a school of thought that can sit here and say, we formed a party here, 5 of us, and this is what we want to do. You go on the social media, you call the press, offer a press lunch, they eat, you give some small thing, tip to the press, they go start broadcasting, and you want people to come and bow down to you here. No. The SDF believes that politics is touching people's lives. You have to go talk to the people. Et le fichier s'enrichit. Le 5 mai 2021, 11 nouveaux partis ouvrent chapelle, portant à 328 le nombre de formations politiques au Cameroun. Ouverture ou fracture du débat. Laissez les gens créer les partis politiques. Laissez le génie s'exprimer. Laissez les énergies se libérer. Quelqu'un se lève un matin, il estime que le Cameroun doit même être une dictature. Dites, vas-y, va campagne, convainc les gens de voter pour toi. A thing we thought was going to help us take care of the country, they now use it to fragment and destroy the country and bring the country more apart. When you allow 300 parties to form in Cameroon, let them form and be quarreling amongst themselves. And some of them cannot even pay the caution. They say, okay, register us. When you give us the monies for people going into the elections, we'll then pay our caution out of that. And you do that. Trop ou pas assez, c'est toujours le RDPC qui gagne. Lui qui est passé maître dans l'art de convertir ses adversaires en partenaires. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour retourner les vestes. Je ne les critique pas. Pour moi, c'est des sujets d'étude. Tout simplement. Parce que moi, je suis entré en politique par conviction. Vous ne feriez jamais ça. Mais je dis, hein, c'est un suicide. L'immeuble ne paye pas de mine au quartier Nkoldongo. Et pourtant, c'est ici que le PCRN planifie son ascension vers Etoudi. Rapide réunion avant l'événement du jour. Ce 11 mai 2021 marque les 2 ans d'investiture de Cabral Libi à la tête du parti. Pas de bougie ni de bougie. Juste un direct Facebook pour dire merci aux adhérents. C'est à cause de vous que je n'ai pas commencé, pourtant j'ai dit que je commençais à 16 h. Car en 2021, il faut savoir ajuster sa caméra pour séduire l'électorat. On voit que les partis trouvent de nouvelles formes de communication, de nouvelles formes d'interaction, non seulement avec les militants, mais éventuellement avec des publics de sympathisants. On voit pour certaines formations politiques un usage qui permet de développer de nouvelles pratiques en termes de discussion politique. Le digital, un puissant canal de propagande dont les partis usent et abusent. Les réseaux sociaux, nouveaux tatamis des joutes politiques, s'avèrent même incontournables pour gagner le cœur des jeunes électeurs. Le choc des partisans y est si rude qu'ils projettent les germes du tribalisme et de la haine sur l'écran de notre unité. L'opposition a connu des coalitions maintes fois brisées et des alliances fragilisées. Malgré la fougue de ces nouvelles vedettes et jeunes pousses, elle évolue en ordre dispersé dans la compétition politique. Par ailleurs, depuis 30 ans, certains virulents adversaires d'hier sont repassés aux affaires. Augustin Frédéric Odog de l'UPC, Dakone Daïsala du MDR,
Issa Chiroma de l'UNDP, puis du FNNC, et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. Vous entendrez tout à l'heure des noms comme John Frondi, le chairman du SDF, et Grégoire Obona, le secrétaire général adjoint du RDPC. Pour eux, le dialogue est un extincteur de crise au Cameroun. Petit verbatim politique dans le relais, c'est tout de suite. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. J'étais un opposant pur et dur, réputé comme tel. Maintenant, si vous me posez la question, rétrospectivement, est-ce que j'assume? Oui, j'assume. Les adversaires de Chiroma en particulier pensent que Chiroma... Hier, c'était un autre Chiroma, aujourd'hui, c'est un Chiroma totalement différent. Non, c'est pas comme ça qu'il présente ça, Alain Bélibi. Hier, Chiroma était un pourfendeur du régime du président Biya, une critique au vitriol, et aujourd'hui, le même Chiroma est un défenseur inébranlable de la politique que mène le président Biya. Je voudrais utiliser une métaphore, Alain Bélibi, pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit et me donner l'opportunité également de condamner leur anachronisme. Alain Bélibi supposait que vous soyez dans un avion, piloté par un commandant de bord avec lequel vous ne partagez pas les mêmes opinions. Et pendant que vous allez vers votre destination, vous traversez une zone de turbulence de grande sévérité. Vous qui êtes passager et qui savez que le commandant de bord ne partage pas votre opinion, peut-être même qu'il est votre ennemi, à ce moment précis, vous savez que ce commandant de bord, il a votre destin, votre vie en main. Quelle est votre prière vis-à-vis de l'Éternel? Sinon, demandez à l'Éternel de lui apporter soutien et assistance pour qu'il vous sorte de cette zone de turbulence et qu'il pose l'avion en toute sécurité parce qu'il y va de votre vie. Alain Bélibi, il y a une loi à laquelle personne n'échappe. Et cette loi veut que la seule chose qui ne change jamais dans la vie, c'est que tout change. La seule chose qui ne changera jamais, c'est le fait que tout change. Vous ne me montrerez pas un seul homme politique de par le monde qui n'a pas eu, à un moment donné de son existence, de son histoire, à se dédire. Je vais pour cela, pour étayer mon point de vue, d'abord commencer par un maître pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il s'appelle Winston Churchill. Winston Churchill, aujourd'hui connu de par le monde comme le lion britannique. Winston Churchill a, au cours de sa carrière politique, a eu un coup à être Tory, puis Labour, puis Tory, puis Labour, et même royaliste. Un jour, cherchant à comprendre de quoi il s'agit, les journalistes sont allés vers lui pour lui dire « Mes sœurs, vous nous déroutez. Tantôt vous êtes Labour, tantôt Tory, et même autre chose. De quoi il s'agit, maître ?» Il dit, vous n'avez pas compris? Non, nous n'avons pas compris ça. Je suis à la recherche de la perfection. Il faudrait que vous ayez la capacité de vous remettre en cause chaque fois que vous pensez que l'objectif reste le même. Mais si, chemin faisant, vous êtes confronté à des vents contraires, l'objectif reste. Mais vous modifiez toujours la trajectoire tout en gardant l'objectif. Une manière donc de dire à ceux-là qui ont une position dogmatique qu'ils comprennent une chose. L'exemple des hommes d'État que je vais leur donner, qui hier étaient des ennemis, mais qui sont devenus des amis au point de gagner des prix Nobel, interpelle les uns et les autres pour qu'une fois de plus, qu'on colle la paix à Chiroma. Mais ceci est une réponse de membres du gouvernement. Mais Alain, je prends date avec eux. Un jour, je les réunis dans un grand hôtel de la place. Cette fois-ci, je porterai la cassette du président national du Front pour le Salut national. Je ferai la genèse. Je donne un autre exemple que vous connaissez, Nelson Mandela et de Klerk. L'un prisonnier qui a failli mourir et l'autre geôlier. Lorsque l'intérêt supérieur de leur nation
est entré en ligne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de côté considération du passé et leur ego pour privilégier l'intérêt supérieur de leur nation. Je prends un exemple tout récent. Aux États-Unis, souvenez-vous de la campagne féroce, atroce entre Hillary Clinton et Obama. Vous vous souvenez? Ils se vouaient pratiquement une haine à couper au couteau, n'est-ce pas? Mais lorsque l'intérêt de leur parti a dicté qu'ils se retrouvent et qu'ils parlent le même langage et regardent dans la même direction pour protéger et promouvoir les intérêts de leur parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté. Qu'est-ce qui pousse en vérité Chiroma à soutenir? Deux choses, Alain Belibi. Nous sommes allés une première fois aux élections avec le président Biya. Moi, dans un discours au vitriol, le président Biya nous a battus. Une deuxième fois, nous sommes allés aux élections avec le président Biya. Une fois de plus, il nous a battus. La troisième fois, Alain Belibi, je me suis dit une chose. Il faudrait que j'aie l'humilité et le courage de suivre, d'écouter la voix du peuple. Le peuple me demande de soutenir le président Biya pour une raison bien simple. Le peuple refuse de jeter la proie pour de l'ombre. Le peuple refuse d'effectuer un bond dans le vide sans filet de sécurité. I wanted the SDF to be in and be fighting. When they go in, come and say, this what you did this wrong. Okay, come on, let's go and correct it. They are correcting it, they are putting another hook. You go in again, they say, okay, let's correct it this way. And we are pushing you left and right. Yeah. And we preferred going that left and right than take guns, which we are going to kill. Because the bullet understands a straight language. If somebody stands at the door there and wants to shoot me, unfortunately for you sitting in front of me, he might shoot you instead before me. So we didn't want this blood. We are fighting to take care of the people and wanted the people to be alive. And we wanted strong institutions. We didn't want strong people, we wanted strong institutions. If you hear people say that Paul Biya and John Frundi are friends, how will you react? People used to say it that. Yeah. The LDF came from an angle where we said, this is what we want. We want a federal system of government for the people. And other people wanted theirs. So, that is the ideology that we want for Cameroonians. Yes. But it doesn't change us from being Cameroonians. Okay. And it doesn't change us from talking. But you see, I feel sorry for you Cameroonians and the younger people. Because early in those days, people who did not get what they wanted immediately said, oh, you see, Frundi is whining and dining with Biya. Up to a point where my own Secretary General, may he rest in peace, held a press conference and told Cameroonians that, look, I'm telling you, drum his chest, I'm telling you, I'm an insider. Frundi is whining and dining with Mr. Biya. I said, as you said that about me, he couldn't talk. So, luckily for me, Mr. Biya came to Bamenda within that period. And we met. And the pictures are there for all Cameroonians to see that when we met, had the first handshake, he said, Mr. Chairman, I am happy to meet you for the first time. But before then, it was all raving the air. Frundi is whining and dining with Biya, they're eating, they're this and that. This is because the wrong notion that Cameroonians believe that if you form a party, it's just to get into power and get money, and that's, they do not look at party as an avenue, a bridge on which we want to serve the people. Serving the people by giving them the rightful type of education. You have to do that to know what your people are going through. So that's why we believe that you need to have a leadership that knows the people, can meet the people, can go down to the market, can go down to the just pass through the schools incognito to see how your children are studying. Que l'on fait circuler dans l'opinion camerounaise pour décourager les gens. C'est quand l'opposition va se réunir. Non, dites plutôt que ceux qui sont de la même famille idéologique apprennent à se mettre ensemble. Il peut arriver un jour au pouvoir un parti politique qui a un projet de société, peut-être pas analogue au mien,
mais qui est proche du mien. Et en ce moment-là, on peut trouver sur les points de convergence des lignes de collaboration. La démocratie était pratiquement là parce qu'il fallait la confrontation, il fallait le dialogue, mais il ne fallait pas la violence, malheureusement, dont les villes mortes peuvent se targuer d'avoir été les auteurs, parce que c'était un mouvement très violent, c'était un mouvement, j'allais dire, anti-liberté, parce que il n'exposait pas des idées, une alternative au pouvoir qui était en place, mais il voulait imposer des choses. Et pourtant, certaines opinions leur prêtent d'avoir eu un impact positif sur l'évolution démocratique au Cameroun. Non, mais lorsque je vous dis que nous réalisions qu'on n'était plus seuls et qu'il y avait face à nous la contradiction, c'est une évolution importante. C'est une évolution importante dans nos mentalités, dans nos façons de faire. On était obligé de regarder les autres, d'écouter davantage les autres et de tenir compte de ce que ceux-là avaient dit. Donc, j'estime que c'était une évolution importante, mais avait-on besoin de toute cette violence? Je dirais non. On n'en avait pas besoin pour en arriver là. Et peut-être le mot dialogue reste un mot-clé dans cette histoire. Je crois qu'il reste totalement un mot-clé. Dans la démocratie, il y a la contradiction, il y a le dialogue, il y a la confrontation des idées. Et sans ces choses-là, nous ne sommes véritablement pas en démocratie, mais elles doivent être toujours sous-tendues par le respect des autres, par l'écoute qu'on peut avoir des autres. Les villes mortes ont débouché sur la tripartite. La crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest a débouché sur le grand dialogue national. Et on a entendu dire que le dialogue, c'est la méthode de Biya. Vous diriez, ok, d'accord, le dialogue, c'est la méthode de Biya. À chaque fois qu'il y a crise. Je dirais que le dialogue est à la base de la politique du président Biya. Mais la politique du président Biya ne peut pas se résumer seulement au dialogue, c'est un pan de cette politique. Mais les villes mortes ont été une étape marquée par la violence. Pour reprendre le cheminement de votre question, je dirais que le Nozo a été marqué par beaucoup de violence aussi. Mais vous verrez, sans être prophète, vous verrez qu'à la fin, la réponse politique sera toujours le dialogue. Et quand vous regardez tous les conflits à travers le monde, on finit toujours par des accords autour d'une table. Même quand les plus forts ont gagné des guerres, ils ont été obligés de faire des accords pacifiques avec les plus faibles. Donc il n'y a pas autre chose que la confrontation des idées, il n'y a pas autre chose que le dialogue, il n'y a pas autre chose que de s'asseoir autour d'une table et de respecter la légalité républicaine. Ma conviction, c'est que l'histoire politique du Cameroun continuera dans le sens du dialogue politique. Et l'histoire continue en ligne, et comme qui dirait, connectons-nous. Le dialogue, un antidote contre les discours de la haine, ont souvent, au rythme des querelles politiques, envahi l'espace public. Et surtout, dans un monde nouveau qui a ouvert ses portails à une bien trop grande liberté d'expression, Internet.
Les pages du web sont devenues le nouveau terrain des batailles politiques qui très souvent virent au clash identitaires entre communautés d'internautes. Les combats politiques surfent sur des opinions, mais aussi des injures à ne surtout pas partager. Et on insiste, on le réitère, des insultes à ne pas partager, des incitations à la violence qui pourraient continuer d'alimenter, qui pourtant continuent d'alimenter les mauvaises humeurs et live sur les discours de la haine en ligne. Au Cameroun, une instance a un œil vif et sévère sur ces discours de la haine en ligne. La commission Moussongué, une police du langage, mais aussi du maintien de la paix. Capture d'écran d'une patrouille en ligne avec Laurence Okalia, toujours connectée. Si vous tapez « Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme » sur Facebook, le résultat est la paix. Le drapeau blanc vient flotter sur une vague noire de haine. Facebook, ou plutôt Face des Boom, est la dynamite que l'on a vu exploser lors des sorties de certains leaders politiques. Le déclic, c'est le clic abusif des internautes sur l'onglet « Tribalisme ». Des discours de division, des images tendancieuses, au point de donner naissance à deux communautés. Pour le terme sardinard, c'est bien établi. Pour le terme tontinard, l'origine stricte est beaucoup plus difficile à déterminer. Mais pour les éléments d'information que nous avons pu avoir, c'est lié au fait qu'à un certain moment de la campagne, il y a eu beaucoup de références à la tontine. Des tendances qui consistent à utiliser les réseaux sociaux pour répandre des discours qui sont conflictogènes, notamment avec la manipulation des appartenances communautaires et identitaires. Alors, la commission Moussongué, l'auteur, le journaliste Félix Begbo, fait lire entre les lignes le savoir-vivre ou mourir ensemble, ou simplement danser sur le mbolé de Petits Beaux-Arts ensemble. Il n'y a pas une communauté qui s'appelle les tontinards, il n'y en a pas une qui s'appelle les sardinards. S'il vous plaît les gars, arrêtez ça. Nous sommes devant tous Camerounais. On ne veut plus la division, on ne veut plus le tribalisme. Nous sommes devant tous Camerounais. Tu n'auras signé les arrêtés, nous sommes tous des frères. Les mots, comme le disait un grand penseur, sont des pistolets chargés. Comme la politique, ils ont deux pouvoirs, détruire ou construire, briser ou rassembler. Alors que le dialogue et la paix font équipe, comme vous et moi, Régine, Gladys, les mots du dialogue construisent. Et notre histoire de ce jour l'a encore montré. Et l'histoire continue sur les traces de l'actualité. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt.